Bonjour à vous qui aimez jouer, je suis Brigitte. Je suis Angelo. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouh! Angelo. Brigitte. Eh bien, cette semaine, on a joué à pas mal de jeux. On doit dire que C'est c'était vrai. une bonne semaine. Oui, c'est une semaine J'étais riche. en congé aussi, il faut Oui, l'avouer. ça aide. Et donc, on va vous parler de quelques-uns de ces jeux qui nous ont bien plu. Voilà, on va commencer par... Le premier, Forcément. Stone Spine Architects. Voilà, alors Stone Spine Architect, c'est le dernier jeu dans la gamme des jeux dans le même univers que Role Player, donc un univers fantasy dans lequel on trouve tout ce qu'on trouve dans la fantasy, des monstres, des dragons, des elfes, des gobelins, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans Stone Spine Architect? On est des architectes et on va construire son donjon. Voilà, j'avais Ah, oublié. petit trou de mémoire, Brigitte. Et ses chemins aussi, enfin voilà. Oui, forcément, dans un donjon, il y a des chemins. Et donc, la base du jeu, c'est un jeu de draft, c'est-à-dire qu'on va avoir une main de cartes, on va choisir une carte, et puis on va passer les cartes au joueur suivant. Voilà. Et donc, ce jeu avait tout pour m'attirer, puisque c'est un jeu de draft, j'adore les jeux de draft, et puis la thématique de donjon, j'adore aussi ça, parce que, voilà, j'ai toujours aimé ça, j'ai joué à Donjons et Dragons, j'ai joué à Dungeon Keeper sur PC, etc. Donc, c'est vraiment un thème qui me botte. Et donc, Stone Spine Architect... Mais on a chacun donc notre plateau pour construire notre donjon. Alors, on n'a pas un plateau, on a un mur de départ. Oui, enfin, c'est un plateau, excuse-moi, mais... Non, c'est un petit mur. C'est un Oui. petit mur. Bon, oui, c'est vrai, tu n'as pas tort, Voilà. tu n'as pas tort. Et donc, On a chacun un objectif enfin, un blueprint, un plan de départ. voilà, comme ça, on essaye d'aller au plus loin dans ce plan à l'arrivée. De se rapprocher le plus possible de ce plan. On gagner a le plus de un points objectif commun qui est mis en début de possible. partie. Oui, tout à fait, qui va avoir le plus de ce monstre-là ou le moins de ces On reçoit, je choses-là. pense, 5 cartes. On reçoit 5 cartes et on va drafter. Voilà. Et le jeu se joue en 4 manches, c'est-à-dire qu'on va faire 4 étages dans notre donjon, 4 niveaux. Chaque étage étant constitué de 4 cartes. Voilà, à savoir que on a une porte de départ et Oui, une porte une porte d'arrivée, ce d'arrivée. qui sera assez important, Ce qui est important parce qu'on essaye de pour connecter l'objectif final. le plus de chemin Voilà. à sa porte de départ et sa porte d'arrivée. Il y a plein de façons de gagner des points de victoire. Et donc, fait. à la première manche, on va drafter 4 cartes. À chaque fois qu'on choisit une carte, on la place où on veut au premier niveau. Donc, on a 4 cartes qui sont mises horizontalement au premier niveau. Puis à la deuxième manche, il y aura 4 cartes en dessous, etc. Jusqu'à ce qu'on ait 4 fois 4 cartes, 16 cartes. Voilà, chaque carte rapportant des sous. Chaque carte, c'est vrai, une fois qu'on a fini la manche, donc une fois qu'on a placé, on a fini la phase de draft, en fait il y a 2 phases. La première phase, c'est la phase de draft. Une fois que la phase de draft est finie et qu'on a 4 cartes devant soi, les 4 pièces qu'on a construites vont générer effectivement de l'or. Et Voilà. puis, il y a la que phase peut-on de... faire avec cet Eh or? bien, la deuxième phase, c'est la phase de marché. C'est-à-dire qu'avec cet or, on va aller au marché. Et on va pouvoir acheter quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un donjon? Des monstres et des pièges. Et donc, on va acheter des monstres et des pièges qu'on Et va des placer. trésors. Et aussi des coffres à trésors. Oui, parce qu'il faut attirer les héros pour leur casser la figure, quoi. Mais même si c'est pas le sujet du jeu, c'est vraiment juste construire son donjon. Mais enfin, dans les objectifs, il y a certains objectifs avec les trésors. Oui, tout à fait. justement. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, on va acheter des pièges et des monstres. Sur chaque pièce de son donjon, chaque pièce ne peut accueillir que 4 éléments, donc 4 monstres et pièges. Il y en a parfois déjà qui sont imprimés dessus, et chaque pièce a également un chemin, donc Voilà. avec des portes et etc. L'astuce étant d'essayer De connecter tout ça. connecter les portes avec les sorties, d'essayer de respecter sa carte de départ Oui. en plaçant les Alors la carte de cartes départ va nous demander, parce nécessaires. qu'il y a 2 types, on a oublié de dire, il y a 2 types de pièces, il y a des pièces en pierre et des pièces qui sont on va dire, qui sont littéralement creusées dans la montagne. Donc il y a des pièces en rocher et des pièces en pierre de taille. Et donc le blueprint va demander d'avoir certaines pièces de ce type-là, etc. Voilà, etc. ou d'avoir un petit monstre, ou d'avoir un piège, Oui, et ou donc, d'avoir ouais. un moment trésor. Voilà, les Oui. cartes de départ sont assez différentes. Voilà. Et une fois que la phase de marché est terminée, déjà on ne garde pas d'or de tour en tour. Si on n'a pas d'or Autant dépensé, le dépenser, on perd tout. sauf parfois pour respecter des objectifs, il vaut mieux ne pas dépenser. Oui, le premier qui passe durant la phase de marché
on va dire, il y a une piste de priorité, va être premier sur la piste de priorité. Cette piste de priorité ne servira qu'à départager les égalités à certains moments. Et le premier qui passe va pouvoir choisir un objectif personnel. Donc à chaque phase de marché, on va pouvoir choisir un objectif personnel en plus. Ça part dans tous les sens. Ça va être choisir un chemin, le chemin où il y aura le plus de tels monstres, avoir le plus de ci, etc. Enfin, ça part dans tous les sens. Avoir le moins de trésors, avoir le plus de trésors et d'or. Etc. Faire des chemins sur les extrémités, des portes, avoir des portes sur les extrémités de son donjon. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et donc, finalement, très, très varié. À la fin du jeu, on aura 3 objectifs personnels, son plan, son blueprint et l'objectif central. Donc ça fait quand même pas mal de choses qu'il faut tenir en compte et qui arrivent progressivement. Et donc, au plus le jeu avance, au plus il y a moyen de s'y retrouver ou de se perdre complètement, quoi. Voilà, donc c'est à peu près tout le jeu. Oui. C'est très très chouette. Vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié. Je crois qu'on a enchaîné quelque part. Oui, et c'est vraiment un chouchou. En plus, j'adore le format de ce jeu parce que il est vraiment, il s'explique en 10 minutes. Vraiment, il s'explique en 10 minutes. On le joue je pense en 1 heure, à 2 ça va plus vite évidemment. On peut jouer jusqu'à 4. 1 à 5 personnes, je pense. Oui, c'est ça, on peut le jouer jusqu'à 5. À mon avis, c'est 1 heure, 1 heure et demie à tout casser. Et c'est vraiment, très très. Vraiment. Un coup de cœur pour Stone Spine Architect. Je pense que voilà, si la thématique vous parle, si le draft ça vous plaît, quelque part c'est un jeu de construction de tableau aussi. Les graphismes, etc. Sont super sympas. C'est exactement, ça s'intègre complètement dans la gamme de role player. Donc ce sont les mêmes. Ça doit être le même graphiste, je pense. J'ai plus le nom comme ça en tête. Le seul petit reproche peut-être moi que j'ai, donc c'est un jeu de construction de tableau, je l'ai dit, mais finalement on va placer des pièges et des monstres, mais à aucun moment ces pièges ne vont s'activer ou les monstres ne vont attaquer un héros, non, etc. Mais ils font partie des objectifs. Oui, tout à fait, mais je veux dire thématiquement, c'est comme ça que je t'ai quand même battu. Voilà, le donjon c'est vraiment plus on le construit, on place des choses dedans, mais après rien ne se passe, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est. Oui, non, très plaisant à jouer, agréable. Oui. Voilà. Pas trop prise de tête, mais quand même un peu, parce qu'il faut essayer de bien viser quand même. Donc, si vous aimez les donjons, si vous aimez les kobolds, les gobelins et tutti quanti, ce jeu est fait pour vous. La suite. Alors Angelo, le deuxième jeu qu'on a joué cette semaine, c'est Draft and Write Records. Donc on a joué un jeu de draft juste avant, c'était Stone Spine Architect. Et puis là, encore un autre jeu de draft, comme son nom l'indique. Là, on ne sait pas le cacher. Draft and Write Records. Et donc ici, c'est un jeu où on draft des cartes, forcément. Et write, on va cocher des cases comme dans un roll and write, sauf que c'est pas un roll and write, c'est un draft and write. Voilà. Alors, donc, on a la version Kickstarter. Oui, c'est vrai. On se l'est procuré chez Golden Meeple. Alors, soyons clairs, on n'est pas sponsorisé du tout. On n'a pas l'intention d'être sponsorisé du tout. Donc si on parle de cette boutique, c'est que ça en vaut la peine. Donc sur cette boutique, très souvent on peut y trouver des Kickstarter. Oui, des Kickstarter en précommande, plein de choses souvent qui sont pas trouvables ailleurs. Donc elle fait du très bon boulot. Elles ont il y a une chaîne YouTube aussi de la boutique qui est très sympa. Donc voilà. Bref, donc, dans un premier temps, moi, Draft and Write, j'ai cru que j'allais vraiment le détester. Parce que j'ai trouvé la règle horrible. Alors, elle n'est pas mal écrite, il manque pas des choses, il n'y a rien d'ambigu. Le seul problème, c'est sa structure. C'est-à-dire que, durant quelques pages, on va vous expliquer tout le déroulement du jeu et la moitié des règles. Et puis, quand c'est terminé, il y a de nouveau une série de pages qui vous expliquent la moitié des règles qui n'ont pas été expliquées durant la première partie. L'enfer! Mais bref, je m'en suis sorti. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais j'ai trouvé la structure très... Il faut savoir que c'est toujours Angelo qui lit les règles et qui les explique, parce qu'il fait ça tellement bien. Oui, c'est la bonne excuse. Voilà. Mais, bon, donc, mais au final, on a pu y jouer. Alors, j'avais peur, évidemment, parce que, aussi, en lisant la règle, on a l'impression que c'est un jeu, mais compliqué, avec des intrications complètement complexes, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est un jeu très simple, très fluide. C'est une petite merveille. Donc, en fait, chacun a donc, comme dans un roll and write, je rappelle, c'est pas un roll and write, c'est un draft and write, on a chacun sa petite feuille personnelle. Et donc, la thématique du jeu, c'est qu'on va on va créer un band, un groupe de musique. Qui va partir en tournée, qui va créer des harmonies. Sur cette petite feuille personnelle, on a les membres du groupe ici. Il faudra 12 membres, il faudra un lead singer, un chanteur, il faudra des musiciens, il faudra des producteurs, il faudra des techniciens, etc. Donc, il faut 12 personnes, a priori, pour qu'un band tourne au minimum. Et donc là, il faudra créer
sa bande de musiciens, il y aura la petite zone de tournée, il y aura l'agenda, il y aura des fêlures, c'est-à-dire que si on rate des choses, on les inscrit là, etc. Enfin, plein de zones différentes. Et la mécanique du jeu est très simple. On reçoit des cartes, 5 cartes. Voilà. Un objectif, enfin 2 cartes d'objectifs personnels dont on en garde. On garde un objectif personnel, j'avais Et oublié. je pense qu'il y a 4 objectifs, 4 objectifs communs. Oui, il y a des objectifs se- communs qui sont placés sur la table également à chaque partie. Et donc, on a 5 cartes. Hop, on passe les cartes, on révèle. Au-dessus de chaque carte, il y a un symbole qui correspond aux endroits du plateau et on va cocher. Donc voilà. Donc Voilà. là, à ce niveau-là, c'est super simple. Sauf que ça se complique parfois parce qu'il y a des petits endroits sur la feuille où par exemple il faut qu'on ait $1, enfin en tout cas un billet. Où il y a des zones qui sont réservées sur Il lesquelles y a on des peut pas aller tout de moments suite. où si on n'a pas obtenu ce billet, à un moment on en arrive à ne pas savoir placer par exemple la carte qui reste. Oui, il faut débloquer des cases pour pouvoir jouer, pour pouvoir cocher certaines cases. Alors, il y a Des choix à faire. il y a un système de couleurs. Alors, c'est des formes des couleurs, vous faites comme vous voulez. Dans la boîte, il y a des crayons en 4 couleurs différentes. Quand on démarre, on choisit une couleur. On va démarrer avec un petit rond ici au-dessus de la zone des membres du groupe. On va démarrer avec une couleur. Et à chaque fois qu'on va inscrire... Enfin, je vais expliquer comment ça marche en fait chaque carte. Donc, si on choisit une carte d'un membre du groupe, je vais essayer d'en trouver une. Je cherche un musicien et je ne trouve pas de musicien. Oui, ce sont des musiciens. Oui, Vous voyez hein, comment il est. Oui, je cherchais des musiciens, mais en fait, ça peut être des producteurs, tout ce qu'on veut, etc. Donc, admettons que voilà. Cette charmante dame qui doit s'occuper du marketing, donc elle a un 3. Donc, elle a ce petit symbole ici. Et donc, je vais placer donc, je joue cette carte. Je peux inscrire un 3 ici. Ça va me donner 3 points de victoire. Et je ne sais pas si vous voyez, mais elle a Des couleurs autour du mauves. 3, il y a des couleurs mauves autour d'elle. Alors là, elle a 4 couleurs identiques, mais il peut y avoir des cartes Avec des couleurs différentes. avec des couleurs différentes autour. Et ces couleurs, on va les inscrire sur les petites cases qu'il y a autour du chiffre qu'on a inscrit. Et ces cases sont reliées à d'autres cases, d'autres membres du groupe. Et à chaque fois qu'on arrive à faire 2 cases de couleurs identiques, on crée une harmonie et on va pouvoir qui reporter nous cette donne des harmonie. petits bonus. On va pouvoir reporter cette harmonie sur le tableau d'harmonie. C'est le seul moyen d'aller cocher des cases ici. Et ça va nous donner des points de victoire à la fin du jeu si on arrive à faire des colonnes et des lignes. Et évidemment, comme dans tous les roll and ride, partout où on va faire des coches, ça va nous donner des bonus. On va pouvoir cocher ailleurs, etc. etc. Donc le cœur du jeu, c'est ce machin-là. Très important aussi, parce qu'à la fin du jeu, si il nous manque des membres du groupe, Eh bien, on perd des points. C'est exponentiel. Au plus il nous manque des membres du groupe, au plus on va perdre des points. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails. Il y a un chemin, évidemment, C'est de la tournée. hein, donc on peut avancer. Il y a un agenda, même chose, une grille, on remplit une colonne, une ligne, on va avoir des Et bonus. certains objectifs, c'est par exemple avoir avancé jusqu'à telle ville, Oui, ou avoir recueilli le plus de micros, enfin voilà. Et à la fin de chaque phase de draft, on regarde les objectifs publics. Toutes les personnes, tous les joueurs qui ont rempli un objectif gagnent les points et éventuellement les bonus associés. On défausse l'objectif, on remplace l'objectif, etc. etc. Et à savoir que si on a rempli ces 6 objectifs, eh bien on met fin au jeu. Oui, c'est ça qui Une met fin même au jeu. personne, hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est j'ai vraiment, en fait, c'est encore un chouchou. Parce que voilà, moi je suis pas vraiment roll and Première ride. partie, on a dû un petit peu Oui, on a un peu galéré, mais après ça roulait tout seul. Franchement, oui. Voilà. Sinon, on a dit que c'est la version Kickstarter. Je pense que la seule différence, en fait, c'est qu'on a reçu des boosters avec des cartes bonus qu'on n'a pas encore utilisés. Donc il y a déjà beaucoup de cartes dans le jeu. Fois. Voilà, en fait, on peut le jouer C'est déjà très varié. Hein. Jusqu'à 6, et en fait, il y a 30 cartes par joueur. Donc on joue à 2, il y a 60 cartes, on joue à 3, il y a 90 cartes, etc. Donc voilà, très bonne surprise, Draft and Ride. En plus de ça, les illustrations sont illustrées par Pedro Alberto. Pour une fois, on n'a pas des animaux, on n'a pas la nature, on va dire que c'est du rock, hein, principalement c'est l'illustration de groupe de rock. Des micros, des chœurs, et donc ça fait du bien, c'est des pianos. chouettes illustrations, c'est un peu plus adulte. Le seul, et alors je suis jamais content, parce que j'ai quand même un petit reproche, c'est que j'ai quand même presque 54 ans, donc de la musique j'en ai écouté, des groupes, etc. Et j'ai beau farfouiller dans toutes les cartes qui sont illustrées, je ne peux me référer à rien. Il n'y a rien, même de façon détournée, qui me fait penser à un groupe. Je peux pas me dire, ah mais cette carte-là, ça pourrait être le groupe Supertramp, ce chanteur-là, ça pourrait être Elton John, rien du tout. Voilà. Après, on peut comprendre que l'éditeur a sûrement eu les pépettes, hein, donc il a dit au graphiste de surtout ne faire référence à rien du tout, parce que légalement, à mon avis, ça peut être très dangereux. N'empêche qu'il fonctionne très bien comme ça. Voilà. Le jeu. Mais donc, vous voyez, les illustrations sont vraiment
générique, on peut pas associer ça à un band particulier, voilà. Donc ça c'est juste, voilà, ça m'aurait procuré beaucoup plus de plaisir si je pouvais en plus m'identifier à des groupes ou des musiciens ou des chanteurs, etc. C'est pas le cas, mais les illustrations sont très chouettes, mettent une ambiance. On va dire que de façon générale, j'ai eu l'impression d'avoir la vibe un peu rock des années 90 avec le grunge, etc. Mais voilà, de façon très générale. Donc Validé également. Draft and Write, on en a joué plusieurs parties. Alors oui, je pense pas, il est pas encore dans les boutiques, je dis peut-être des bêtises, parce que c'est un Kickstarter, il n'est pas encore en français. Accessible sur BGA. Mais on peut y jouer sur BGA, donc vous pouvez l'essayer sur BGA, n'hésitez pas, c'est une bombe. Le prochain jeu. Alors, le troisième jeu dont on va vous parler, c'est Pueblo. Donc, c'est un jeu abstrait. Là, on a la première édition. Tout à fait. Mais pourquoi as-tu voulu jouer à ce jeu ? Alors, Pueblo... Oui, pourquoi ? C'est une bonne question. Je me demande d'ailleurs. Oui, je me souviens. Pueblo, donc, c'est un jeu de Michael Kisling et Wolfgang Kramer, donc un duo hyper connu. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti... il fait plein de bruit, il y a plein de pièces dedans, qui est paru en 2002. Alors, à l'époque... le duo était déjà superstar, parce que coup sur coup, ils avaient fait El Grande, Tikal, Java, Mexica, Torres, enfin voilà, c'est vraiment... ils ont fait avancer Schmilblick ludique, mais comme ça. Et donc, à l'époque, je me souviens, j'étais fébrile quand le jeu est sorti, j'avais vraiment très envie de l'aimer, ce jeu, et je vous avoue qu'à l'époque, voilà, peut-être que je suis passé à côté, que tous les joueurs sont passés à côté, mais si je me souviens bien, le jeu n'a pas eu un succès non plus et pourtant, retentissant. Là, il est réapparu en version Kickstarter. Il est ressorti, et donc j'ai vu aussi qu'il y avait des avis dithyrambiques partout, on dit que c'est super, etc. Je dis bon, ressortons-le, on verra bien ce que ça donne. Et donc, qu'est-ce que c'est Pueblo ? Donc c'est un jeu purement abstrait. Voilà, on construit des villages. Il y a un plateau central, donc ça c'est déjà très bien parce qu'on joue sur un plateau central. Sur ce plateau central, alors chacun va avoir des pièces comme ceci qui sont la moitié... Sont les pièces neutres. Des pièces neutres qui sont la moitié d'un cube et des pièces de sa couleur. On va en avoir, je pense, et on va avoir des cubes devant soi, je ne sais plus combien, 7 je pense, plus une pièce isolée. Et donc à son tour de jeu, on prend un de ces cubes, on en a 7 devant soi, on prend une des deux pièces et on va la placer sur le plateau, sur la grille. Il faut que rien ne peut reposer dans le vide. Ça doit vraiment reposer sur le plateau ou sur d'autres pièces, etc. Et donc, petit à petit, va se construire, attention, parce que c'est le thème du jeu qui est très important, un Pueblo. Voilà, donc ça c'est très... Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on doit faire cube par cube. Si j'ai pris la pièce de ma couleur de ce cube, la pièce suivante que je dois placer, c'est automatiquement la deuxième. Et puis je pourrais prendre un deuxième cube, etc., etc. Et le but du jeu, est-ce que tu sais... À savoir que, en fait, à chaque tour, il y a un petit pion qu'on déplace. C'est vrai. Et le chef du jeu, le chef du Pueblo, c'est de faire avoir le plus de points à son adversaire. En fonction justement des couleurs qui apparaîtront, qui seront visibles, et des étages. Oui, en fait, il faut donc absolument pas très vicieux. que les cubes de sa couleur soient vus par le chef du village. Donc on doit tout faire pour masquer sa couleur dans ce Pueblo. Voilà, donc c'est tout simple, donc c'est que ça. Donc c'est-à-dire qu'on va placer un cube, enfin placer à la moitié d'un cube, déplacer le chef du village de 1 à 4 cases, dans sa direction juste devant lui. Voilà, ici par exemple, au premier étage, il y a un cube bleu. Le joueur bleu gagne un point. Au deuxième étage, il y a un cube bleu. C'est 2 points pour le cube. Donc ça fait 3 points pour le joueur bleu. Et il faut avoir le moins de points possible. Voilà, évidemment, si j'étais parvenu à cacher une partie ici, voilà, j'aurais eu moins de points, etc. Voilà, etc. Sauf qu'après, ça réapparaît sur le côté. Et alors, le pire de tout, je pense que quand même ça c'était le pire, c'est que quand on a terminé de placer tous ces cubes et ces éléments, le chef du village il refait un tour. Oui. Et c'est là que... Une fois que tous les cubes sont placés, le chef du village, case par case, il refait le tour et on recompte les points comme ça. Voilà. Donc on a joué aussi plusieurs parties. Alors la première, voilà, comme les jeux abstraits, voilà, j'étais bof, voilà. Mais après ça, j'avais bien compris l'astuce. Donc il y a une petite, c'est pas vraiment une extension, mais une deuxième façon de jouer. Une règle avancée. Voilà. Donc, on fait des enchères pour savoir qui c'est qui va être premier joueur. Et où on place des éléments sur lesquels on ne pourra pas construire. Donc ça, c'est encore plus vicieux. Des lieux sacrés. Donc ça, je trouve que c'est mieux avec. On place des lieux sacrés, et on ne peut pas poser de cubes sur ces lieux sacrés. Donc c'est redoutable. Il faut beaucoup anticiper parce qu'il faut prévoir les mouvements du chef, etc. C'est un très bon jeu abstrait. Mais moi, j'ai pas plus, j'avoue très sincèrement que j'ai pas plus envie d'y rejouer que ça. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi. Il est très répétitif, mais ça, c'est pas grave. C'est un peu le propre des jeux abstraits. C'est toujours les pièces de même forme. C'est un peu, finalement, toujours la même chose. Et puis, à la fin, je trouve que le comptage final est un peu pénible. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, c'est très différent d'un deuxième jeu dont on va parler après. Voilà, moi, j'étais pas super fan à l'époque. J'ai
jamais vu des joueurs autour de moi qui avaient super envie d'y rejouer. Peut-être qu'aujourd'hui ça sera différent, peut-être que pour vous ça sera différent. En tout cas, nous on y a rejoué. C'est un jeu, voilà, un jeu presque expérimental, quoi. Donc ce sont des auteurs qui ont toujours, qui ont ce mérite-là, c'est de toujours essayer des choses nouvelles. Donc là c'est vrai que c'est vraiment très original, c'est assez innovant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, si ça vous parle. Voilà, moi j'avoue que moi, je m'y ennuie un peu. Pourtant, quand on joue, il y a vraiment de la réflexion. C'est vraiment assez intense. Oui, et puis le tour final, c'est quand même le pire. Oui, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, Pueblo de Wolfgang Kramer et Michael Kissling. Tout le monde en dit du bien maintenant. Donc voilà, c'est peut-être moi qui ne suis pas assez en phase. Donc voilà. Hop, il y a une nouvelle édition, évidemment. Je ne sais pas si on est encore disponible, s'il est déjà disponible dans les magasins, mais il le sera sûrement très bientôt. Donc, après avoir joué à Pueblo, donc un jeu abstrait avec des pièces en 3D, j'ai oublié de le signaler, mais je pense que vous l'avez compris, on a décidé de jouer à un autre jeu qu'on a dans notre collection, avec des pièces en 3D aussi, mais qu'on n'avait pas encore joué, et qui s'appelle Monolith, un jeu de Phil Walker Harding. Donc c'est un auteur très connu, il a fait Baron Park, il a fait Cozy Casa, il a fait, si je ne me trompe pas, Super Mega Lucky Box. Voilà, et donc... Monolith, c'est un jeu également avec un jeu abstrait. Mais là, il n'y a pas un plateau central. Chacun a un petit plateau. Donc chacun a son propre petit plateau personnel. On en choisit un au hasard. Il y a 4 bords de couleurs différents. Il va y avoir au milieu de la table cette magnifique rondelle. Et autour de cette rondelle, on la voit à la caméra, on va placer des pièces en 3D. En fait, ce sont des polyomino en 3 dimensions. Voilà, je pense qu'il y a 5 couleurs. Oui, c'est possible. Et toutes des couleurs, toutes des formes de polyomino. Et on va placer donc, c'est le marché, on va placer tout autour de ce marché des polyomino, un peu comme ça fonctionne comme dans Patchwork. Voilà, donc là c'est un jeu beaucoup plus moderne, qui est plus dans l'air du temps. Et donc on a un pion menhir, je ne l'ai plus. À son tour de jeu, on déplace le menhir de 1 à 4 cases. On prend la pièce de polyomino sur laquelle on s'arrête. On remplace la pièce de départ, on va ajouter une pièce de nouveau, un polyomino là où on est parti. Et cette pièce, il va falloir la placer. Alors, il y a un objectif central au milieu du plateau, qui est une pattern à réaliser. Le premier à le réaliser va gagner 10 points, le deuxième 8 points. À chaque fois qu'on va finir un étage... On gagne des points. On gagne des points, donc il y a des points de level, et donc ils sont dégressifs. Le premier va gagner plus de points, le deuxième qui fait un étage, etc. Donc on se dépêche de construire ces étages. On peut aussi passer son tour pour prendre finalement... Oui. C'est des objectifs aussi. Des prophéties. Donc ça c'est le cœur du jeu. De sa couleur. Donc il y a plein de prophéties en jeu qui sont des petits pions comme ceci avec des chiffres. Et donc à mon tour de jeu, je peux passer et dire je fais... prophétie c'est ceci. Voilà, et là sur ce chiffre est marqué, sur cette prophétie il y a écrit 11. Et donc je l'insère sur un de mes côtés du plateau, il y a une petite encoche. Et donc là, on voit qu'il y a la couleur blanche. Et donc là, ça veut dire que je vais essayer sur le mur extérieur d'avoir au moins 11 cubes, enfin au moins petit morceau de cubes blanc sur ce mur-là. Et si j'y arrive, je gagnerai 11 points. Et si j'y arrive pas, je gagnerai pas de points. Voilà. Important aussi, c'est qu'on peut par exemple mettre son pion sur un élément comme ça et dire non, je l'exclus, et à la place prendre un petit pion de... On peut défausser ceci et prendre un cube de 1 sur 1. Ce qui permet aussi de compléter les étages. Voilà, de compléter si on a un petit trou dans son truc. Voilà. Donc c'est très bien, c'est très dynamique. J'avoue que moi, même si c'est un plateau personnel, j'ai préféré jouer que Pueblo parce que j'ai trouvé ça plus ludique, plus nerveux, plus sympa, plus accessible. Et là, c'est très important d'avoir les prophéties. Parce que ça. Mais encore une fois, je sais pas pour toi, mais moi ça m'a... Voilà, c'est sympa, c'est chouette, je refuserai pas d'y jouer, mais c'est pas non plus un jeu que je vais sortir Celui-là m'a le plus plu, j'avoue que... Voilà, parce que bon, déjà je suis pas très jeu abstrait. Très jeu abstrait, oui. Mais celui-là m'a le plus plu, parce que voilà, c'est chouette aussi d'essayer de combler les étages, de remporter les objectifs. Voilà, l'objectif de base, toi tu l'as eu, moi pas du tout, parce que voilà, je suis partie tout à fait autrement. À savoir aussi quand on est 4, donc on ne peut pas dépasser 4 étages, voilà. Et à plus ça sera 3 étages, donc on ne peut pas aller plus haut, et le jeu s'arrêtera, je ne sais plus très bien. Je pense quand un joueur a complété tous ces étages. Ouais, c'est ça. C'est moi qui avais mis fin au jeu, mais finalement tu avais gagné parce que tu avais une prophétie supplémentaire. Ouais, donc très sympa. Si vous aimez les polyomino, si c'est vraiment votre kiff, je pense que c'est un incontournable. Voilà. Agréable, voilà, mais pas le jeu personnellement que non plus que j'ai envie plus de ressortir que ça, mais très sympa. En tout cas, moi je le trouve plus sympa que Pueblo, moins sec. Le prochain jeu.
Alors, Brigitte, à quoi avons-nous joué encore cette semaine? Eh bien, à un petit jeu très gourmand. Truffle Shuffle. Alors, Truffle Shuffle, un jeu de cartes. Oui. De combinaisons de cartes. Oui, c'est un pur jeu où on va faire des combinaisons de cartes, un peu comme des combinaisons de poker. Avec une thématique des chocolats. Oui, des voilà. truffes au chocolat. Donc voilà, les illustrations sont super. Alors, la première partie, on doit bien avouer qu'on a joué, et puis on s'est fait... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, le jeu se joue en 3 manches. Donc à la fin de chaque manche, on calcule les points. C'est 3 manches qui se déroulent exactement de la même façon. Et c'est vrai que la première partie, à la fin de la première manche, on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment continuer à jouer à ça? Alors, on a fait un effort. On place les cartes en pyramide. On a fait un effort, on a joué une deuxième manche. Là, on s'est dit, oui, ok, on commence à comprendre l'intérêt du jeu. Et à la troisième manche, on était assez convaincus. Et donc voilà. on l'a rejoué et finalement on l'aime bien. On l'aime bien. Et donc ce bien. sont des cartes numérotées, il y a des cartes de couleurs numérotées de 1 à 5, en plusieurs couleurs, je ne sais plus combien de couleurs, et quelques cartes spéciales. Les cartes au début de chaque manche sont posées comme dans Seven Wonders en tableau où il y a une rangée de cartes face visible et puis au-dessus une rangée de cartes face cachée, et etc., etc. Et donc à son tour de jeu, on peut ramasser simple, son tour de jeu c'est ramasser une carte sur laquelle il n'y a pas d'autres cartes. Et but du jeu, faire des combinaisons. Et à la fin de son tour, si on a une combinaison, on peut la battre. Et les combinaisons, c'est quoi? C'est des suites, c'est des paires, des longues suites, des courtes suites. Ça peut être aussi des suites flush, donc c'est-à-dire avec des cartes de même couleur, etc. Donc il y a plein de combinaisons. En sachant qu'à la fin de chaque manche, on ne peut garder que 2 cartes. Oui, à la fin de chaque manche, de manche en manche, on peut garder que 2 cartes. Il y a aussi des cartes spéciales qui, je pense... Ici, ces cartes spéciales, vraiment... Elles sont vraiment bien imbriquées dans le jeu. Sans ces cartes-là, je pense que le jeu ne serait pas aussi bien. Parce que donc, ce sont des cartes qui permettent de changer la valeur d'une autre carte, changer la couleur d'une autre carte. Il y a des cartes joker, de copier une carte, etc. Et ça fonctionne très bien et ça permet d'aller très vite en fait. Ça permet de propulser le jeu. L'idée étant d'avoir le plus d'argent. Oui, c'est ça. Et à chaque fois qu'on fait une combinaison, on fait c'est des points, c'est des petits, c'est de l'argent comme ceci. Et donc, ces cartes spéciales permettent de faire assez rapidement des grosses combinaisons. Et c'est très gai, en fait, c'est ça qui est gai. C'est en combinant ces cartes spéciales et ces cartes normales qu'on arrive à faire très vite des grosses combinaisons, à gagner plein de points. Il y a une vraie... à 2, en tout cas, c'est super chouette. Toutes les parties qu'on a fait ont été très serrées. Donc voilà, donc c'est une très bonne surprise. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est un trio d'auteurs assez connus en fait. J'adore dire leur nom parce que c'est vraiment très américain. Donc c'est un jeu de Molly Johnson, Sean Stankiewicz et Robert Melvin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ces gens? Eh bien ils ont fait... Oui, ils ont fait Salade de Point Salad, ils ont fait Point City, ils ont fait aussi Verdant entre autres. Donc c'est vraiment des gens qui n'ont pas fait n'importe quoi. Et le jeu est agréable, les couleurs sont douces, les dessins, voilà, c'est sympathique, c'est très gourmand comme on dit. C'est reposant. Oui, voilà. Non, il est franchement, on y rejouera avec plaisir. Truffle Shuffle, c'est une très bonne petite surprise et on peut le jouer de 2 à 4. On verra, on va voir ce que ça donne de 2 à 4. Voilà. Donc très sympa, ça reprend le principe de marché de cartes d'un Seven Wonders Duel, associé à des combinaisons de cartes un peu poker ou rami si vous voulez. Et c'est très cool, vraiment, très sympa. Validé en tout cas. Complètement. Voilà. Et donc, il y a du suspense parce que ça a de l'importance. Quelle carte on prend, parce qu'on va libérer des cartes aussi. Il faut faire attention à ce qu'on libère pour l'autre joueur. Donc voilà. Bref, Truffle Shuffle est super Truffle Shuffle chouette. Alors le 6e jeu qu'on va vous présenter cette semaine, voilà. Moi, c'est mon coup de cœur absolu de la semaine. Ça s'appelle Avant-Carte. Avant-Carte. Voilà. Et donc, pourquoi mon coup de cœur? Déjà, voilà. La mise en page, le graphisme. Le design. L'ADA, comme on dit aujourd'hui. Oui, alors la boîte, la façon dont sont présentées les choses. Oui. Il y a des boîtes dans la boîte. Voilà, il y a des boîtes dans la boîte qu'on déplie, qu'on replie. Je vais montrer ça. Voilà, c'est les couleurs. Enfin, je sais pas, déjà, tout ça, ça m'a plu. En plus, voilà, le jeu m'a plu énormément aussi. Et donc, ça se déplie en n'essayant pas de le déchirer, mais... Voilà, donc on déplie tout ça. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Mais donc, voilà, un jeu de cartes. Alors, si on devrait décrire ce jeu, on pourrait dire que c'est Uno, le deck building. Mais je vais expliquer la mécanique après. Je t'en prie, tu peux... Mais voilà, donc moi, déjà rien que pour la physionomie, c'était déjà un coup de cœur. Et quand on l'a joué, vraiment aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai gagné sur le fil, il faut le dire. On l'a joué qu'une fois, mais on attend avec impatience de le rejouer tout à l'heure. En tout cas, moi, j'attends avec impatience de le rejouer tout à l'heure.
Et donc tu me disais aussi qu'il y a différents objectifs qu'on peut renouveler de temps en temps. Donc, oui, mais je vais expliquer. Voilà, mais explique peut-être. Voilà, moi donc, j'ai donné mon coup de cœur, mon avis. Il y a encore une boîte à ouvrir. Quand vous voyez le petit design, c'est quand même super chouette. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Oui, donc c'est un jeu de deck building. Donc comme dans tous les deck building, on a un deck de départ. Et ici, donc ce sont des cartes numérotées avec des numéros et des couleurs. Et donc dans notre deck de départ, on a des cartes de valeur 1, des cartes de valeur 2, et puis des cartes de valeur 12, 13 et 14. On n'a pas les 2. Je pense qu'on a oui, eu 11 aussi. Par contre, on n'a pas les 2, on n'a pas les 3, on n'a pas les 4, on n'a pas les 5, on n'a pas les 6, on n'a pas les 7. Voilà, on mélange tout ça, on pioche cette carte, pouf, pouf, pouf. Et là, première phase de jeu, chaque joueur, simultanément, va jouer une série de cartes devant lui. Une combinaison. Comme au Uno. Il va jouer le plus de cartes possible, parce qu'au plus de cartes il va jouer, au plus il va pouvoir générer d'argent pour pouvoir acheter des cartes au marché qui est ici devant. Et donc, là par exemple, si je joue un 2, ben, je peux jouer un 2 ou un 2 de la même couleur. Alors, dans le deck de départ, il y a 2 cartes qui ont des couleurs qui sont présentes qu'une fois, donc c'est des cartes qu'il faudra essayer de s'en débarrasser par la suite, comme dans les deck building, il y a des cartes pourries, c'est mieux si on s'en débarrasse. Donc si je joue un 2, ben, je peux placer un autre 2 dessus. J'ai joué un 2 jaune. Elle est jaune, je peux jouer une carte jaune dessus, donc à chaque fois je peux jouer une carte de la même valeur ou de la même couleur. Très simplement, c'est fini, je n'ai pas joué de carte de plus. Bon là j'ai joué n'importe comment. Joué 3 cartes. Ça veut dire que j'ai 3 $. Et donc avec ces 3 $, ben, je vais pouvoir acheter au marché. Alors là, les cartes de valeur 2 valent 2, les cartes de valeur 3 valent 3, etc., etc. Sauf que par exemple, les cartes de valeur 2, si tu en as joué plus que moi, ben, tu as $1 en plus, ce qui peut aider. Oui, parce que toutes les cartes numérotées de 2 à 7 ont une petite capacité spéciale. Donc à la fin de la phase de pause, si j'ai joué le plus de 2, j'ai $1 en plus. Voilà, et donc les effets c'est quoi? La carte numéro 3, ça va me permettre de me débarrasser d'une carte de ma défausse ou que j'ai joué. Les cartes numéro 4, la carte numéro 4 peut changer de couleur ou de valeur. La carte numéro 5 me donne 1 sou en plus, c'est super important, et je peux piocher une carte en plus. Mais dis-nous, quel est l'objectif finalement? C'est d'obtenir le plus de cartes? Oui, en fait, durant son tour, on a généré de l'argent. Si on arrive à générer 6 pièces d'or, on gagne une carte reward, donc une carte point de victoire. Si on arrive à générer 8 points, c'est 2 cartes, 10 points, 3 cartes, et le but du jeu, c'est au plus on fait de sous, au plus on gagne des points de victoire, des cartes points de victoire. Voilà. Simplement. Et c'est tout simple, nerveux, malin comme tout. On peut jouer ça avec n'importe qui. Le truc génial aussi, donc j'ai dit qu'il y a un pouvoir par carte. Bien, le jeu offre 6 pouvoirs de base, 6 pouvoirs de base, oui c'est ça, et il y a 2 autres sets de pouvoirs qu'on peut changer. Donc là c'est les personnages new-yorkais, il y a les personnages tokyoïtes et les personnages parisiens, donc qui changent. Donc là c'est les pouvoirs de base, c'est les plus simples, et le jeu offre des pouvoirs un peu plus complexes. Voilà, c'est hyper dynamique, donc c'est vraiment du deck building. C'est aussi du Uno, parce que durant sa phase de jeu, il faut jouer des cartes qui se suivent selon la valeur et la couleur, mais c'est plus malin que le Uno, parce qu'il faut vraiment penser à ce qu'on va mettre dans son deck pour pouvoir générer les plus longues suites possibles. Et avoir le plus d'argent possible pour avoir le plus de cartes. Et puis on choisit vraiment sa stratégie en fonction des numéros qu'on va mettre dans son deck et leur pouvoir, etc. Donc il y a plein de façons de jouer, c'est très surprenant. Alors c'est un jeu qui sort de nulle part. Moi je l'ai acheté parce que j'ai vu une review de Tom Vasel, donc la chaîne Dice Tower. Et ça se joue de 1 à 5, c'est ça? C'est une bonne question. Ça se joue de 1 à 5. Donc il y a une règle solo aussi dans la boîte, donc avant-garde. Alors c'est super bien édité, c'est super bien illustré, la règle est parfaite, c'est généreux, voilà. C'est vraiment très artistique, voilà. C'est vraiment... Voilà. Et on doit vous avouer que comme moi, ce jeu-là, je vais le sleever. Et donc, comme il va le sliver, ça ne rentrera plus dans les petites boîtes. Brigitte, elle a décidé d'acheter une deuxième boîte. Pour avoir au moins une boîte telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est vendue, telle qu'elle est conçue. Voilà, donc Brigitte est complètement folle, comme moi. Oui, je le trouve magnifique ce jeu, vraiment, et agréable à jouer. Donc c'est pas seulement l'esthétique, mais c'est aussi la mécanique de jeu, toute simple, mais voilà, assez... Voilà, donc c'est un jeu de Mary Flanagan et Max Seldman. Et les illustrations sont de Ishita Banerjee. Voilà. Et donc hyper validé. Hyper, ultra, super validé. Voilà, donc avant-garde. Bon, il n'existe qu'en anglais, à mon avis, pour l'instant. Mais on sait se le procurer sur des tas de boutiques européennes et les règles sont très simples. Donc foncez. C'est le jeu qui clôture cette vidéo. Sauf que tu voulais encore nous parler d'un petit jeu. Non, c'est vrai, ce jeu ne va pas clôturer. Petit bonus, c'est vrai. Un petit bonus, parce que là, on est assez accro aussi. Voilà, on en reparle tout de suite.
Donc là, récemment, on joue régulièrement à un petit jeu sur BGA qui vient d'être implémenté sur BGA. C'est pas du tout une nouveauté, c'est un jeu qu'on avait, c'est Super Mega Lucky Box de Phil Walker Harding. Je pense que c'est l'auteur préféré de Brigitte, elle adore tous ces jeux. Plusieurs jeux en tout cas, oui. Oui, et donc qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Eh bien, c'est un jeu basé vraiment sur le principe du bingo. Bingo. Pourquoi on vous en parle? Parce que, comme je le disais, il vient d'être implémenté sur BGA et il fonctionne super bien, donc c'est super dynamique à jouer, et on n'arrête pas d'y jouer sur BGA. Et donc, comment ça fonctionne? On choisit 3 cartes de base. On a 3 cartes de base qui sont 3 grilles, un peu comme le bingo, avec des numéros. Et On à a chaque... 8 cartes, je pense, par 8 cartes. par série, par partie. Par manche, tu veux dire, par oui, c'est manche, possible. On va oui. révéler un numéro et on va faire une croix sur un numéro. Voilà, simplement comme au bingo. Ah, 6, eh ben, je vais choisir un 6 et je barre un 6. Et quand on a une ligne et une colonne On a un complète, petit bonus, pas toujours, mais le plus souvent, il y a un oui. petit bonus. Et les bonus, c'est cocher un autre numéro, Avoir un éclair donc, qui permet de modifier les de numéros changer qui les sortent. numéros, On peut d'ajouter avoir un. des étoiles qui multiplient les points. Qui donnent et des points. lunes, ça c'est très important pour la fin de la partie. Si on a des majorités de lune, on Voilà. gagne des points. Donc c'est un jeu très simple, très dynamique, très amusant. Je pense que tout le monde le connaît, mais voilà, on voulait en parler parce que pour le moment, c'est vraiment notre petit coup de cœur sur BGA. Voilà, quand on a 5 minutes, méga hop, Lucky 10 Box. minutes, Oui, c'est hop, vrai, ça on va y très vite. Voilà. Et ben voilà, en tout cas, on est ravis que vous nous ayez écoutés jusqu'à ce moment-ci. Voilà. Oui, moi aussi, on est ravis, tout à fait, tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc On vous retrouve très bientôt. à la prochaine. Ciao.